Hello, je suis Christian pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, J'habite au Canada depuis à peu près 2006, canadien depuis 2014 et je vais faire une petite vidéo pour vous, vous montrer un petit peu le travail que je fais en ce moment en Arctique, mais vous expliquer aussi mon travail en général euh, en tant que pilote au Canada. Donc, je travaille pour une compagnie qui est spécialisée dans le MEDEVAC, spécialement dans le Nunavut. En ce moment, je suis à Rankinnet. Et, euh, aussi, moi, je suis plus spécialisé dans le charter. Donc, quand je vais voler la justice et des prisonniers pour la province du Manitoba. Euh, Donc ces vidéos aussi, c'est pour vous expliquer un peu la différence et les choses qu'on ne se rend pas forcément compte en Europe, mais la réalité des grands espaces. Le Nord canadien a été développé grâce à l'avion et aussi a été développé pour pouvoir, pour que le Canada puisse clamer, entre guillemets, ce territoire, le grand territoire qu'est l'Arctique, pour éviter que, entre guillemets, les Russes viennent et clament ces terres. Je ne vais pas aller trop dans les détails de l'histoire, de la terrible histoire canadienne par rapport au développement du Grand Nord. Euh, mais le Canada a développé, donc a sédentarisé les Autochtones et ils les ont aussi éparpillés vraiment dans le Grand Nord pour pouvoir clamer le territoire. Mais tout ça n'aurait jamais pu se faire, entre guillemets, s'il n'y avait pas l'avion. Les terres est gelées la plupart de l'année et c'est seulement quelques mois pendant l'été où un bateau peut venir accéder et apporter les produits nécessaires comme simplement des voitures, des produits de construction, toutes les choses qui ne peuvent pas vraiment être transportées par avion ou qui coûteraient beaucoup trop cher de transporter par avion. L'avion est indispensable pour tout le reste, pour apporter la nourriture de tous les jours, apporter le courrier, mais c'est aussi très indispensable pour le côté sécurité, car dans l'Arctique, il n'y a pas de médecin. Il y a seulement des médecins à Iqaluit, qui est la capitale de Nunavut. Et c'est le seul endroit où il y a des docteurs. Dépendamment où vous êtes trouvé, localisé dans l'Arctique, vous pouvez très bien voler directement à Iqaluit et voir un médecin là-bas. Mais pour le reste du Nunavut, euh, si vous avez un problème, vous allez devoir descendre jusqu'à Winnipeg. Ça, c'est pour la région où je suis en ce moment, Rankinlet. Donc, ça veut dire que si vous êtes fait blesser quelque part, vous allez au centre de santé où il y aura une infirmière qui va venir vous voir. Et s'il y a besoin, elle va se mettre en contact avec un docteur dans le sud. Et ce docteur-là va prescrire des médicaments ou tout un tas de choses. Si il est nécessaire que le docteur vous voie, ou si vous avez un accident grave et vous avez besoin d'être opéré, vous avez besoin d'être vu rapidement, ben c'est là que le problème commence. C'est que entre le moment où le centre de santé vous voit et le moment où vous allez voir un docteur, il peut se passer dans le meilleur des cas entre 15-20 heures. Dans le pire des cas, il peut se passer plusieurs jours. La raison, c'est que, imaginez que vous habitez au Danemark, vous habitez en Suède, au sud de la Suède, et que vous avez un problème. Donc, vous allez voir votre infirmière, l'infirmière va dire, ah, vous allez voir un médecin qui se trouve en Espagne. Donc, un avion du Danemark va voler en Suède, vous prendre et vous descendre en Danemark. Et ça, c'est en partant sur l'hypothèse que l'avion se trouve déjà en Danemark. Si l'avion est en Espagne, il va falloir qu'il vole jusqu'en Suède, vous prendre et vous redescendre. Donc c'est la logistique qu'il y a dans l'Arctique, c'est assez différent, assez sauvage. Il n'y a pas vraiment de route qui communauté à une autre.
Souvent, les gens partent en skidoo, moto de neige, pour revenir à Rinkinlet, des communautés qui sont assez proches de Rinkinlet. Mais bon, ça peut être des expéditions de 2-3 jours en skidoo pour aller faire ses courses. Donc, ça donne un peu la dimension pourquoi est-ce que l'avion est primordial. Moi, quand je fais du charter dans le sud, dans le Manitoba, c'est la même chose. Les distances sont un peu plus courtes, mais il y a des communautés un peu partout dans la Pampa, là, et si quelqu'un se fait arrêter ou si quelqu'un a besoin d'aller voir un docteur, bah, c'est la même chose. Simplement, c'est que l'avion ne mettra peut-être pas 14 heures à venir, ça prendra peut-être pas 14 heures à aller voir un docteur, ça prendra peut-être la moitié de ça, mais ça prendra toujours beaucoup de temps. L'hiver, c'est une opération aussi qui est vraiment différente, c'est qu'il fait vraiment froid dehors, et il y a beaucoup opérer dans les froids comme ça demande certaines préparations, et je vous expliquerai un peu plus ça un peu plus tard pour ça. Mais les choses qui m'a été un peu choqué quand je suis arrivé au Canada, c'est qu'on branchait les voitures électriques, et même des voitures qui ont des démarrages à distance. Et la première fois que j'en ai vu une, ça m'a fait un peu peur, parce que je savais pas que ça existait. Et la voiture s'est mise à démarrer toute seule à côté de moi. Et bref, donc on démarre, on branche les voitures électriquement, et on va avoir des couvertures chauffantes qui sont pour l'huile moteur ou pour la batterie, et qui vont garder ça au chaud, qui vont nous permettre de pouvoir actuellement démarrer la voiture. Savoir que les températures peuvent descendre jusqu'à moins 50 ou plus bas. La plupart du temps, ça va être dans les moins 30, moins 40. À peu près 3-4 semaines de moins 30, et on va peut-être une semaine à moins 40, à peu près dans l'hiver. Et le reste, ça va être autour des moins 20. Et donc voilà, donc on va brancher électriquement les voitures, mais c'est pareil pour les avions, hein. Si les avions sont garés à l'extérieur, ben on va devoir les brancher électriquement pour garder l'huile moteur chaude. Et donc voilà. So, on a deux avions ici, ce sont des King Air B200. Celui de droite, c'est celui que je vole en ce moment. On voit, on a les tentes moteurs dessus. Celui-là, c'est seulement du charter, donc on a seulement des sièges à l'intérieur pour transporter. Et celui de gauche, derrière, c'est un Medevac. On va faire le tour tout de suite et vous montrer comment c'est à l'intérieur. So, j'ai pas pris de lumière, c'est très mauvaise ici, donc je vais utiliser la lumière de mon téléphone. Ça ici. Donc ça, c'est l'arrière de l'avion. On a sur la partie basse tout ce qui est pour garder l'avion, pour dégivrer l'avion s'il y a de la glace sur les ailes. Au-dessus, on a tout ce qui est pour les infirmières, leur sac avec tout ce qu'ils ont besoin pour soigner les patients. On a aussi une tente moteur ici, c'est une tente pour mettre sur les moteurs si l'avion reste trop longtemps dehors, garder les moteurs chauds. On a aussi des câbles électriques pour brancher l'avion électriquement, comme on fait avec les voitures. Et ici, on a deux stretchers. Donc là, il y a un lit qui se met ici, un autre lit là-bas. Alors ici, on a tout un tas de câbles. Ça, c'est pour les affaires médicales. Les affaires médicales, garder les piles chargées. Quand l'avion vole, il y a un converteur de courant direct en courant alternatif qui permet de pouvoir charger tout le matériel. Donc c'est un espace quand même pas mal petit. Donc là, le cockpit. Et donc là, ça c'est l'avion vu devant vers l'arrière. Donc c'est pas très grand. Là je suis plié en deux pour marcher dans l'avion. Donc moi je faisais du Medevac quand j'ai commencé dans la compagnie. J'ai fait du Medevac pour à peu près 2 ans. Et la compagnie a commencé un nouveau contrat pour le Manitoba Justice. Et maintenant je vole le charter. Donc c'est l'autre avion qui est là-bas. Donc l'avion c'est le même avion.
Simplement, la configuration à l'intérieur est complètement différente. Donc, l'espace cargo à l'arrière déjà beaucoup plus vite, mais on retrouve l'équipement pour dégivrer les ailes. Et à l'intérieur, et là on voit les sièges. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors c'est un peu le bordel dans l'avion parce que on vole pas vraiment de passagers sur ce contrat-là, on fait juste du cargo. On est quand même en configuration passager au cas où. Mais voilà, on a entre guillemets toutes nos affaires à portée de main, on laisse nos sacs ici. Et en fait, c'est un peu comme à la maison. Donc, notre vue de l'avant vers l'arrière. Donc ça c'est un avion pour charter. On a deux avions Medevac normalement dans ce hangar et on a juste la place pour deux avions. Donc quand un Medevac est parti, on met cet avion là à l'intérieur. Mais quand l'avion doit être dehors, on a cette couverture qui aide à garder la chaleur. Alors cette couverture là, va aussi avec un plug électrique. Je pense pas qu'on peut voir, je vais vous montrer sur l'autre avion. Cet avion-là a plusieurs plugs électriques, ici on en a une autre. Ici on a un autre plug électrique. Donc ça va juste envoyer du courant pour l'intérieur de l'avion. On va pouvoir mettre un chauffage à l'intérieur de l'avion pour garder les instruments chauds. Ici on a comme sur les voitures, on a aussi un autre plug électrique, notre prise électrique. Ça c'est pour la batterie. Donc la batterie qui se trouve juste là. Et là on va pouvoir ouvrir un peu. Et là qu'on va voir ce qu'on appelle le tamis. Donc il y a la petite porte ici. Et là il y a une prise électrique qu'on va pouvoir... D'ailleurs, il faut que je ferme ça. Et donc du coup cette prise électrique va être branchée sur une couverture chauffante à l'intérieur du moteur qui va garder l'huile moteur chaude. Donc cet avion là fonctionne avec un PT6, une turbine. Le terme c'est un peu plus un turboprop. Le type de moteur c'est un PT6 A42. Donc c'est un peu comme un jet qui a été monté à l'envers. Voilà, donc ça fonctionne exactement comme un jet, mais au lieu que ce soit le jet qui propulse l'avion, le jet va faire tourner les hélices. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ça au lieu d'utiliser un moteur à piston? Plusieurs raisons. Premièrement, la performance, il y a une plus grosse performance, beaucoup plus de puissance. Le moteur aussi est beaucoup plus léger qu'un moteur à piston pour la même puissance. Et aussi, ça te permet de pouvoir monter à une plus haute altitude. Cet avion-là, on peut monter jusqu'à 34 000 pieds, je crois, certifié pour 34 000 pieds. Pour des raisons légales, je ne suis pas autorisé de monter à plus que 28 000 pieds. Mais donc voilà, donc ça c'est PT6. Grosse performance, donc c'est comme les moteurs avions, ça a de l'huile à l'intérieur. Et si vous venez à opérer les moteurs à piston dans l'Arctique ou dans une zone très froide, vous aurez besoin aussi de brancher pareil l'avion. Particularité du Canada, pas seulement de l'Arctique, mais aussi l'Arctique, c'est que dans chaque avion, on a des kits de survie. Alors, les kits de survie sont mis dans l'une des wind lockers. Celui-là, c'est un gros sac. Et dedans, il y a, entre guillemets, tout ce qu'il faut pour, si on vient devoir faire un atterrissage forcé, pour pouvoir survivre jusqu'à ce que les secours arrivent. Ça, c'est une obligation par la loi quand on vole au-dessus de zones étendues, sauvages, que ce soit de l'eau ou la terre. Il faut qu'on ait l'équipement propre pour le type d'opération qu'on fait.
Pour cette dernière partie de la vidéo, on va parler un peu de la navigation. Si vous êtes perdu un peu dans les explications, vous n'avez pas de souci, hein, c'est un peu technique, mais je vais faire mon possible. Donc, la dernière chose, c'est que quand on vole dans le nord, ben, on vole très près du nord magnétique. Donc, peut-être certains d'entre vous ne réalisez pas, mais il y a un nord magnétique et un nord géographique. En France, quand on fait de la navigation, que ce soit en bateau, en randonnée ou en avion même, ça pose pas vraiment de problème parce que le nord magnétique est aligné avec le nord géographique. Mais si on va dans d'autres régions, comme le Canada, il peut y avoir des endroits avec 20-30 degrés de différence entre le nord magnétique et le nord géographique. Ça veut dire que quand on vole dans le sud, il va falloir qu'on prenne cette différence entre ces deux nords et qu'on l'applique sur notre compas pour pouvoir arriver à avoir un bon cap dans la navigation. Quand on se rapproche du nord, dans l'Arctique, cette différence va devenir tellement grande et il va avoir tellement de... euh, il va devenir- la différence va pas forcément être très grande, mais la différence elle va changer très rapidement. C'est-à-dire qu'il peut arriver un endroit où vous allez voler pendant 1 heure et vous allez être peut-être à 15 degrés magnétiques de différence entre les deux nord magnétiques et géographiques, et 15 minutes après, vous allez peut-être avoir 30 degrés de différence entre nord géographique et magnétique. Donc du coup, ça rend la navigation très très difficile. Donc on va voler ce qu'on appelle en vrai. Donc là en anglais, on voit un T, le T pour true en anglais. Et c'est-à-dire qu'on va voler en true, c'est-à-dire qu'on va voler tout le temps basé sur un nord géographique et non pas sur un nord magnétique. Euh, Quand on vole encore plus dans le nord, on va le compas, on va le désactiver et on va le mettre ce qu'on appelle en slave. Donc on va le mettre en esclave. Ça veut dire qu'il va falloir que manuellement on réajuste le compas toutes les 20-30 minutes avec l'aide d'un transmetteur au sol. Et on va réajuster notre compas pendant qu'on vole et pour pouvoir garder. Donc là, on peut voir sur l'écran, hein, c'est free 143,40 et true qui nous donne, qui nous dit que voilà, le compas, on va le tourner à la main. Donc voilà, donc ça c'est la dernière grosse différence avec voler dans l'Arctique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir un peu plus qu'est-ce que je fais moi ici au Canada. Et en tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et j'espère aussi bientôt vous revoir. En attendant, ben, à bientôt. Merci.